En 2013, Marseille était la capitale européenne de la culture. C'était aussi la ville la plus médiatisée de France, hors Paris. Autant dire que tous les projecteurs étaient braqués sur la cité phocéenne. Malheureusement, ils étaient tournés du mauvais côté. Mais tout d'abord, ce serait le 4e règlement de compte depuis le début de l'année. Les règlements de compte, c'est une terrible réalité marseillaise. Le tireur n'a laissé aucune chance à sa victime. Un assassinat qui ressemble au règlement de compte. Revenons maintenant en France avec ce nouveau règlement de compte à Marseille. Lors de cette année capitale, l'information culturelle n'a représenté que 63 reportages, alors que 203 étaient consacrés au règlement de compte, au trafic de drogue, au braquage et autres faits divers. Une campagne de dénigrement appelée le Marseille bashing, pur fantasme ou triste réalité. Pourquoi Marseille suscite tant l'intérêt des médias parisiens? Comment vit-on ici le Marseille bashing? À qui peut-il profiter? C'est ce que nous allons tenter de comprendre à travers les témoignages de Marseillais, du monde politique, économique, mais aussi des médias, du cinéma et de la police. On voit surtout Marseille sous l'angle des règlements de compte. Ça c'est vrai, c'est une réalité. Une poussée incroyable de ce Marseille bashing, parce que Marseille fait vendre. L'image qu'on a ici en France et en Europe, c'est plutôt une image de ce qui est problématique. On ne voit jamais ce qui va bien, alors qu'ailleurs, on voit plutôt ce qui va bien. Il y a 1 milliard de choses positives qui se passent à Marseille et qui méritent d'être justement mis en lien. Il n'y a pas de Kalachnikov à Saint-Etienne. Voilà, des Kalachnikov, il n'y en a qu'à Marseille. Du shit dans les banlieues qui se deal, il n'y en a qu'à Marseille. Et pour commencer, direction Le Panier, où nous avons rendez-vous avec Jean Contrucy, ancien journaliste, auteur de romans et polars historiques sur Marseille, et notamment de la saga Les Nouveaux Mystères de Marseille, dont le dernier opus s'intitule « Rendez-vous au Moulin du Diable ». Nous le retrouvons à la Vieille Charité. Comme tous les Marseillais, ça m'énerve parce que c'est toujours basé sur une espèce d'esprit de supériorité. On nous regarde un peu comme le cancre de la classe. Vous savez, alors le cancre, il est rigolo, il fait rire tout le monde, mais enfin si on peut quand même, à la récréation, se moquer de lui, c'est un peu ce que fait le reste de l'Hexagone. Ceci dit, le tempérament marseillais cherche un peu la bagarre, si vous voulez. Donc, quelquefois, on récolte ce qu'on a semé. Mais enfin, c'est vrai que c'est peut-être la seule ville de France qui est regardée un petit peu comme une espèce d'objet baroque qui ne fait pas tout à fait partie de la communauté. Mais dans les souvenirs que j'ai, par exemple, prenons la Révolution. La Révolution, la Marseillaise prouve bien que Marseille a joué un rôle capital, au début. Et puis, tout d'un coup, la Révolution devient centraliste et les Marseillais se sentent un peu délaissés ou offensés. Donc, ils se tiennent en retrait. Et la Convention nationale envoie des envoyés spéciaux, comme on n'appelait pas à l'époque, pour voir un petit peu, remettre cette ville au pas. Bon, eh bien, les 2 délégués de la Convention, il y en a un qui s'appelle Fréron et qui dit cette chose extraordinaire, il faudrait déporter la population et transfuser des hommes du Nord. Ça en dit bien. Ce sont des mots extraordinaires, ça. Hein, c'est pas moi qui les ai inventés. Les nazis faisaient ça. Hein, mais vous voyez, il y a 250 ans, il y avait quelqu'un qui disait, au fond, si on veut que cette ville redevienne comme les autres, il faut la vider de sa population et amener des gens selon notre cœur. Voilà. Alors, vous êtes auteur, écrivain de polars et de romans historiques. Oui. Vous avez aussi été journaliste, correspondant du Monde oui, pendant 20 ans, à Marseille. Oui, oui. Justement, quel regard ont les rédactions nationales, et notamment celle du Monde, sur Marseille? Voilà, celle du Monde, elle était caractéristique. Bon, c'était à l'époque, la grande époque du Monde, quoi. C'est pas parce que j'y étais, mais ça s'est trouvé historiquement comme ça. Et je sais bien que quand je donnais une information, on me disait « Ah ben évidemment, ça peut se passer que chez toi. » Mais enfin, attendez, des règlements de compte, il y en a eu partout. Hein. Il y en a eu à Lyon, il y en a eu à Paris. Il y a eu, bon, mais lorsqu'il se passe quelque chose à Paris, on ne dit pas « Ah ben c'est encore les Parisiens. Hein, » voilà. Parce que là, c'est encore les Marseillais. Hein, voilà. Moi, si 2 dealers s'entretuent, en tant que Marseillais, je ne me sens pas concerné. Et on étonne les gens en leur disant « Mais nous, vous savez, les faits divers, on les apprend par les journaux. Il ne faut pas croire qu'on se tire dessus à tous les coins de rue. »
L'image sulfureuse de Marseille ne date pas d'hier. Elle a connu son apogée dans les années 30 avec les débuts de la French Connection. Durant près de 50 ans, Marseille a été la plaque tournante du plus grand trafic mondial d'héroïne. Une situation qui a même un temps contrarié l'amitié franco-américaine et qui a surtout inspiré le cinéma. Dernier exemple en date, le film de Cédric Jiménez, La French. On y retrouve tous les ingrédients du Marseille bashing, les gangsters, les règlements de compte et le trafic de drogue. Alors, le cinéma, incroyable vecteur d'image, est-il aussi complice du Marseille bashing? Pour en parler, nous retrouvons le comédien Cyril Lecomte. Il y avait à Marseille un type, un gazier, enfin un mec. La première image peut-être du cinéma à Marseille, elle est peut-être dramatique un peu. Elle annonce quelque chose qui va être. Tu vois cette histoire du train qui arrive en gare de la Ciotat, elle porte peut-être déjà ces gangsters, tu vois, il y a un côté western, cowboy, il y a un côté attaque de la diligence déjà un peu, tu vois, ce train qui arrive comme ça, fantomatique, on dirait qu'il va foncer où les gens avaient peur quand ils regardaient ça, tu sais, quand la première fois il est arrivé, qu'ils ont vu ce train arriver, ils avaient peur, ils pensaient qu'il allait leur tomber sur la tête. Et le cinéma après porte en lui ça, il porte dans son histoire essentiellement aussi du polar, du crime, du drame. C'est un mini Los Angeles, quoi, tu vois, quand tu traverses la corniche, tu vois, de la Pointe Rouge à l'Estaque, tu as un mini Los Angeles, quoi, tu vois, tu as un mini bord de mer qui appelle à ça. Tu as un autre souffle, et tu as évidemment cette lumière incroyable. C'est étrange, il y a une contradiction de ça, c'est que la toile de fond, elle peut être à la fois... Elle est belle, il y a une carte postale, tu vois, là on regarde, on a la mer, on a les pins, on a un bord de mer, on a cette roche, on a ces lumières qui changent. Et à la fois, tu as cette contradiction avec cette image de la violence, parce que l'histoire, elle est aussi empreinte de ça. On a récupéré la Corse, les parrains corses, c'est ce que raconte la French. C'est une affaire de drogue qui est à l'origine de ce règlement de compte. Tu vois, à cette époque-là, l'héroïne, on fabriquait la plus grosse, la meilleure héroïne, la pure, la White Horse qu'on appelait, qui était directement envoyée à New York pour être en fait consommée là-bas. Qui ont fabriqué des parrains, qui ont fabriqué... les choses sont parties d'ici. Revenons maintenant en France avec ce nouveau règlement de compte à Marseille. Pourquoi ils nous balancent des envoyés spéciaux, des documentaires, toutes les semaines, et nous arrivons à Marseille, dans tu vois, des opérations de bac, qui machin, je veux dire, il n'y a pas de Kalachnikov à Saint-Étienne. Voilà, des Kalachnikov, il n'y en a qu'à Marseille. Du shit dans les banlieues, qui se deal, il n'y en a qu'à Marseille. Je ne sais pas, moi, pourquoi ils font ça. Je ne sais pas pourquoi ils se régalent, Voilà. Ils se régalent parce que c'est plus beau quand tu fais un documentaire envoyé spécial et que tu as une barre d'immeuble, que tu fais un travelling comme ça avec ta caméra et que d'une barre d'immeuble, on te balance une poubelle, tu fais comme ça un panneau avec ta caméra, tu as la mer comme ça à l'étendue, c'est plus beau. C'est plus beau que peut-être si tu es au Minguette et que tu as 3 voitures brûlées sur le parking. Maintenant, l'image, le bashing, c'est facile, quoi, tu vois, je veux dire, c'est comme tu avais à l'époque, quand ils ont interdit le lancer de nains, tu vois, quand tu pouvais te payer un nain le week-end, tu te buvais 4 bières, tu te lançais un nain, c'est top. Tu vois, ça faisait rire des gens. Moi, je ne l'aurais pas fait. Mais tu vois, les gens, nous, on nous lance, tu vois, un peu. On nous lance les seaux d'eau, on est là un peu comme ça, les bras en croix. On a de la chance, putain, on est bien. Qui bâche. Bâchez, les gars. Faites-vous plaisir, bâchez. Nous, on regarde l'horizon. On profite. Nous allons maintenant dans la zone, ou plutôt au bureau zonal de la police nationale qui gère l'espace Méditerranée, car l'une des conséquences du Marseille bashing, c'est son impact sur le travail quotidien des policiers. La police qui doit désormais composer avec les pressions médiatiques et politiques, ce qui freine le travail de terrain. Nous retrouvons David-Olivier Reverdy, le responsable du syndicat Alliance Police Nationale. Lorsque l'on parle de Marseille bashing, on voit surtout Marseille sous l'angle des règlements de compte, sous l'angle de ses trafics, sous l'angle de ses Kalachnikov. Ça c'est vrai, c'est une réalité qu'on ne peut nier. Il est 10h30 lorsque la fusillade éclate dans la cité des Bleuets. Les agresseurs manifestement encagoulés et armés s'en prennent à 3 jeunes d'une vingtaine d'années. Est-ce que la surmédiatisation, justement, ce Marseille bashing, là, ça a eu une conséquence sur votre quotidien, sur votre travail au quotidien? Il est très clair que lorsque les différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés depuis quelques années viennent régulièrement, pour ne pas dire mensuellement, à Marseille, prêts à délocaliser un conseil des ministres dans la cité phocéenne, mettant le doigt sur les résultats de leur politique au travers le prisme de ce qui se passe à Marseille et s'engageant politiquement sur Marseille,
sur un côté national, mais s'engageant politiquement sur Marseille, c'est vrai que du coup les médias suivent les ministres, suivent les politiques, et on se rend compte que nous, c'est à notre détriment. Comment ça se traduit au quotidien, cette pression? Ça se traduit sur un nombre sans cesse plus important d'opérations à mener sans que cette opération soit faite en profondeur. On se contente du superficiel. On l'a vu pas mal de fois avec toutes les opérations ZSP qu'il y a eu à Marseille. L'approche globale initiée par le préfet de police est une approche extrêmement intéressante et novatrice. Seulement face à la pression, parce que ces opérations étaient quasiment à chaque fois amener sur leur porte-bagages un caméraman ou un journaliste pour filmer ce qui s'y passait, on se rend compte qu'il fallait très rapidement opérer ces opérations-là sans forcément avoir le temps de les préparer en profondeur et donc éviter que le trafic ne reprenne sa place dès les policiers partis de cette cité, ce qui a été le cas malheureusement jusqu'à présent. C'est compliqué d'être policier à Marseille ou pas plus qu'ailleurs? C'est déjà compliqué d'être policier en général sur l'ensemble du territoire. Ce phénomène a pris tellement d'ampleur que fait rarissime, Jean-Claude Gaudin, le sénateur maire de Marseille, s'est vu dans l'obligation d'écrire au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, afin de dénoncer ce Marseille bashing. Mais c'est bien durant la campagne des municipales de 2014 que le phénomène a connu son apogée. Alors le Marseille bashing aurait-il été instrumentalisé à des fins politiques? C'est ce que nous avons voulu savoir avec Yves Morenne, le maire des 6e et 8e arrondissements et président du groupe Marseille en avant. Je crois que notre adversaire principal pendant la campagne municipale a effectivement fait l'erreur de présenter la ville de Marseille en noir. Que Jean-Claude Gaudin avait utilisé cette expression formidable en disant il veut conquérir sa belle en lui disant qu'elle est laide, moche et désagréable. Évidemment, ce n'est pas la meilleure façon de séduire quelqu'un, surtout lorsqu'on n'est pas soi-même un Apollon. Les règlements de compte qui font les délices des médias nationaux, ça c'est autre chose. Ça c'est la gangrène du trafic de stupéfiants dans les cités, à Marseille, à Toulouse, dans la région parisienne, à Grenoble. Et ça, c'est une guerre que doit mener l'État, je dirais même les États, parce qu'il faut une coopération européenne, et le maire de Marseille n'y peut. Je me souviens que dans les années 93, 94, 95, une association d'avocats marseillais, dirigée par le regretté bâtonnier Malenconi, était tellement furieux du traitement de Marseille dans les médias. C'était au moment de la fameuse émission de Madame Ockrent qui avait traîné Marseille dans la boue. Et ces avocats marseillais avaient créé une association pour la promotion et la défense de l'image de la ville de Marseille dans les médias. Et il y avait l'idée de faire des conférences, de valoriser l'image, mais il y avait aussi l'idée de faire des procès aux médias qui ne respecteraient pas l'image de la ville de Marseille. Et donc on a eu, disons surtout en 2012, de nouveau une poussée incroyable de ce Marseille bashing, parce que Marseille fait vendre. Le Marseille bashing se fait aussi ressentir sur le plan économique et devant l'importance prise par ce phénomène, les entrepreneurs en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie ont décidé de contre-attaquer avec l'opération de communication Si vous saviez tout ce qui se passe ici. Leur objectif, montrer que Marseille n'est pas la capitale du crime décrite par les médias parisiens. À l'origine de cette initiative, Jean-Luc Chauvin, le président de l'UPE 13. D'une manière générale, oui, ça a un impact. Ça a un impact quand on veut recruter un cadre, par exemple, quand on veut recruter une personne qui vient de l'extérieur du territoire. Souvent, on arrive parce qu'on a des entreprises très performantes à attirer le collaborateur et on a plus de difficulté à attirer le conjoint, son épouse ou son mari, qui dit, lui, pas forcément qu'il a envie de venir vivre ici. Il y a l'hésitation aussi de venir élever les enfants ici à cause de l'image qui est diffusée de cette ville, qui ne correspond pas à la réalité. Donc nous, on a décidé de faire voir tout ce qui se passe ici, tout ce qui se passe bien ici, tout ce qui réussit bien ici. Quand il parle de Marseille, on se demande de quoi il parle. On se demande où il regarde. On se demande ce qu'il voit. On se demande s'ils ont des yeux. Quand il parle de Marseille, on se demande comment ils font pour ne pas voir tout le reste. Ce dont personne ne parle. Jamais. Ce qui fait battre le cœur de la ville. Ce qui nous anime. Ce qui nous fait vibrer.
Quand ils parlent de Marseille, finalement, ils ne disent rien. Rien de ce qui nous rend fiers. Rien de tout ce qui fait vraiment Marseille. Aix-Marseille-Provence. Si vous saviez tout ce qui se passe ici. Les entrepreneurs, on se rencontre, on échange, et puis on s'est dit qu'on avait peut-être des difficultés. On s'est dit qu'on se faisait aussi railler quand on discutait à Paris ou ailleurs, dans des grandes capitales européennes ou mondiales, et qu'on nous disait « Ah, vous êtes de Marseille », et que les premières 10 minutes, c'était toujours pour savoir comment était Marseille. Très souvent d'ailleurs en France et en Europe, puisqu'on a bien vu que les articles les plus élogieux sur Marseille sont souvent venus des États-Unis dans les derniers 24 mois, avec le New York Times qui a fait des articles de très grande qualité. Voilà. Donc l'image qu'on a ici en France et en Europe, c'est plutôt une image de ce qui est problématique, et on ne voit jamais ce qui va bien, alors qu'ailleurs, on voit plutôt ce qui va bien. Et donc, on a décidé de faire voir tout ce qui allait bien pour changer progressivement d'image. Justement, pourquoi, d'après vous, le Marseille bashing et pas le Paris bashing, le Lyon bashing, le Bordeaux bashing? Vous savez, je ne vais pas refaire l'histoire, j'en sais rien. C'est quand même, cette ville a toujours eu une relation compliquée avec la centralité, avec l'État. Louis XIV a tourné les canons peut-être contre la ville, certains le disent ou le pensent. Bref, ça c'est l'histoire du passé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le futur. Cette ville est une ville qui est en plein développement, avec de très belles entreprises et de très belles jeunes start-up et de très beaux secteurs innovants qui sont bien avant, puisque d'ailleurs on a mis en avant simplement les secteurs innovants, ceux qui sont les secteurs peut-être en termes de développement dits d'avenir, mais tous les autres aujourd'hui présents vont aussi continuer à innover, à évoluer et à faire en sorte qu'ils fonctionnent bien. Je pense notamment à tous les services. Il y a un secteur portuaire qui est en renouveau, qu'il faudra développer, parce que c'est un des atouts du territoire. Bref, voilà. Donc, pourquoi? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que l'image de la ville n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est réellement. Donc, à nous de le faire. Elle doit changer, elle est en train de changer. Mais nous, notre initiative, c'est justement d'accélérer des opérations comme Marseille-Provence 2013, des opérations comme la création du MUSEM, des opérations pour, je dirais, mettre en avant les réussites. Le fait qu'on ait ITER et le CEA Cadarache nous place à quelques kilomètres, nous place comme un des premiers, c'est le premier centre mondial de recherche sur l'énergie non carbonée. Donc on met la première place mondiale d'énergie non carbonée avec ITER et avec le CEA de Cadarache. On a toute la chaîne de la Durance avec l'hydraulique qui fonctionne très bien. On a beaucoup de belles réussites sur ce territoire qu'on n'ose pas forcément ou qu'on ne sait pas forcément, et que d'ailleurs, en premier lieu, les gens de ce territoire ne connaissent pas et ne savent pas vendre parce qu'ils n'en ont pas forcément entendu parler. C'est lié à la diversité, à la richesse de nos territoires. Quand on est monté à Paris, 12 chefs d'entreprise, le président de la Chambre de commerce et moi-même présenter cette initiative. On avait 17 rédacteurs en chef ou journalistes économiques de la presse nationale qui ont tous été étonnés, impressionnés, intéressés. Il y a eu une reprise par l'AFP, par beaucoup d'entre eux. Et puis surtout, il y a eu des visites de programmées pour venir voir des entreprises ici travailler. Il ne faut pas oublier qu'on est la deuxième université de France avec 72 000 étudiants, qu'on est le premier ou le deuxième lieu de centre de recherche avec les chercheurs du CNRS sur ce territoire, et qu'on a, donc je le dis depuis tout à l'heure, de très très belles réussites. Donc tout ça, ça donne envie aux journalistes de venir voir, pas forcément à ceux qui parlent que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais aussi à ceux qui parlent des trains qui sont à l'heure. Le monde économique n'est pas seul à combattre le Marseille bashing. Certains médias s'y mettent aussi, à l'image de City Post et de son rédacteur en chef, Karim Oudjan. Qu'est-ce que je peux dire sur Marseille bashing? Je vais dire que c'est quelque chose qui fait vendre aussi beaucoup. Quand on parle de Kalachnikov, de drogue, c'est beaucoup plus simple que de parler de jeunes femmes qui montent sur des scènes de théâtre en plein après-midi, ou de jeunes filles de banlieue qui veulent essayer de monter sur des rings pour essayer de se défendre un petit peu si besoin était. On commence aujourd'hui notre série de reportages sur les quartiers nord de Marseille, sauf que nous, on ne va pas vous parler Kalachnikov, violence ou encore trafic de drogue, mais bien des actions positives qui s'y passent, et vous verrez qu'elles sont nombreuses. Ou de jeunes surdoués qui ont peut-être aussi envie de réussir leur vie, mais qui malheureusement n'ont pas les moyens d'entrer dans des grandes écoles, et qui, par le biais de certaines associations à Marseille, réussissent justement à rentrer dans un système scolaire qui leur permettent après de devenir quelqu'un. Et tous ces jeunes-là sont issus, pour la plupart, de quartiers dits populaires, donc dans les endroits où on nous dit qu'il y a des kalachnikovs, de la drogue essentiellement. Depuis 15 ans, je bosse dans des médias dits traditionnels, où les comptes de rédac tournaient autour de qui a le sujet le plus glauque, gore,
aux faits divers, en tout cas à Marseille ou dans la région. Et là aujourd'hui, voilà, nous, City Post, l'idée c'est de mettre en avant des initiatives positives. Et justement, moi, depuis 2 mois et demi que je suis sur le projet, je me rends compte qu'en fait j'avais la crainte au départ de trouver des initiatives positives en me disant mais non, il n'y en a pas, c'est pas possible, conditionner. Et qu'en fait absolument pas. Il y a 1 milliard de choses positives qui se passent à Marseille et qui méritent d'être justement mis en lien. Nous, c'est ce qu'on va essayer de faire à notre petit niveau. À lire ou regarder les différents reportages consacrés aux violences à Marseille, on aurait l'impression de vivre au Far West. Mais qu'en pensent les touristes et les Marseillais? Notre journaliste Julia est partie à leur rencontre du Vieux-Port au quartier Nord. Une image sulfureuse qui colle toujours à la peau de la ville de Marseille malgré le succès de nombreux événements comme Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, régulièrement sous le feu des projecteurs avec de nombreux faits divers et de la criminalité. La ville souffre du Marseille-bashing, mais est-ce que les habitants connaissent vraiment ce phénomène? Qu'en pensent-ils? Nous les avons rencontrés. Là, nous, c'est vrai qu'en faisant le tour, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément partout des endroits qui craignent. Absolument. Je suis en cours depuis 2 mois ici et puis ça se passe super bien, hein. J'ai pas eu de problème, on m'embête pas, je prends tous les transports en commun, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai habité Marseille pendant près de 7 ans, mais moi j'ai jamais eu de sentiment d'insécurité. Moi j'ai pas du tout peur la nuit quand je rentre et j'ai jamais vu de Kalachnikov se promener dans le centre, quoi. Donc, on a plus l'impression que tout ce qui se passe par rapport aux faits divers sont vraiment entre ces personnes-là en fait. Donc moi je sors dans la vie de tous les jours et je me sens pas du tout en insécurité, pas plus que dans une autre ville. Hein. À Paris, les gens ils sont égorgés, ils s'arrêtent même pas. Il y a des meurtres mais il n'y en a pas qu'ici. J'ai connu la région parisienne, je pense que c'est peut-être plus sur Paris qu'ici. Il n'y a pas trop de phénomènes de gangs, de fléaux, tout ça. Est-ce que c'est réseau social pour la drogue, le mal-être Après, bon, je suis allé à Paris, je me sentais pas plus en sécurité qu'à Marseille, hein, ni à Lyon, ni j'ai fait un peu le tour de France et c'est pareil de partout. Hein. C'est les médias qui extrapolent un peu les faits divers de Marseille, quoi. C'est sûr qu'il se passe des choses, on l'entend à la télé, mais je pense qu'on en rajoute un petit peu aussi. Hein. Donc, je me rappelle un matin, je mets la radio et j'entends encore un assassinat à Marseille. Et puis il dit c'est à La Ciotat. Une autre fois, encore un assassinat à Marseille, le 22e, etc. C'est à Vitrolles. Voilà, il y a une volonté de faire cadrer ce qu'on dit avec les poncifs, à savoir qu'à Marseille on mitraille. C'est plus vendeur. Si vous faites un reportage sur quelque chose de banal, personne ne va le regarder. À Marseille, et dans le Midi, mais à Marseille, du petit doigt on en fait le bras. C'est des galéjades, on brode, on aime, il y a le bouffon comme on dit à Marseille. Mais c'est comme ça, c'est la nature du Marseillais, ça. Pour moi c'est une guerre, c'est entre Paris et Marseille, pour moi c'est une guerre pour se coltiner les touristes. Et puis il y a surtout de la jalousie. Oui, ah oui. Voilà. Parce que ceux qui connaissent Marseille, moi j'ai fait connaître Marseille à des gens qui venaient de Reims, qui disaient mon Dieu mais c'est extraordinaire, mais c'est magnifique. On nous montre que les mauvais côtés. Et tous les beaux côtés, les plages et tout ça, c'est extraordinaire. On est bien à Marseille, il y a le soleil, il ne fait pas trop froid, on n'a pas mis le chauffage. Ici, vous rentrez dans le métro, vous parlez à tout le monde. Vous rentrez dans le bus, vous parlez à tout le monde. C'est pas vrai ce que je dis? Et puis c'est cosmopolitain ici. Eh oui, il y a de tout. Il y en a plein qui sont là, genre on n'aime pas Marseille et on n'a pas envie de venir parce que ça fait peur. Et du coup, bah, on le garde pour nous, quoi. Et voilà. Au final, si Marseille reste en tête des règlements de compte, elle n'est pas la ville la plus violente ni la plus sanglante de France. Paris et sa région trustent ce podium. Aujourd'hui, si le Marseille-bashing semble s'être atténué, le phénomène n'a pas freiné la transformation de la ville ni son attrait touristique. En 2013, Marseille a attiré 5 millions de touristes. C'était aussi le premier port de croisière en France avec plus d'1 million de passagers.